Salut à tous et toutes, bienvenue à cette émission sans langue de bois sur les ondes de Burkina Info. Conformément à l'article 63 de la Constitution, le Premier ministre Paul Kaba Thiba était face aux députés la semaine dernière pour son discours de politique générale. Après ce discours, il a été adoué et investi par les députés, 72 pour et 53 contre. Avec donc mes invités, il sera question de cette actualité, tout comme la question des Kolwego qui défraie l'actualité actuellement au Burkina Faso. Nous en parlerons au cours de cette émission. Pour échanger avec moi sur cette question, Dimitri Kaboré, il est de Fasozine, Wilfried Bakouan de La Rupture, Paul Miki Rwamba, rédacteur en chef de Ouaga FM, et Alassane Karama de Sidwaya. Paul Miki Rwamba, vous étiez à l'hémicycle la semaine dernière pour écouter le discours de politique générale du Premier ministre Paul Kaba Thiba. Quelle était l'ambiance dans l'hémicycle? Alors, le 5 février dernier, à l'hémicycle, on assistait à une ambiance ordinaire des sessions solennelles. Pour ceux qui sont habitués aux sessions solennelles au niveau de l'Assemblée nationale, c'était pratiquement le même scénario. Alors, le Premier ministre, chef de gouvernement, est arrivé à quelques minutes avant 16 heures, comme d'habitude. Et puis là, il a trouvé son siège tout blanc était positionné. Alors, il a salué les députés, il s'est mis dessus et il y a eu le discours qui a duré un peu plus de 2 heures de temps. Ensuite, il y a eu la séance des questions et réponses avec les députés. Donc, il faut dire que la séance s'est tenue entre 16 heures et un peu autour de minuit. Donc, c'était quand même une séance marathon avec quelques fois des pauses, puisqu'il y a eu quand même 2 ou 3 pauses pour permettre aux députés de souffler ou au Premier ministre de préparer les réponses aux questions. Donc, en tout cas, c'était une ambiance bon enfant. Okay. Alassane Karama, avant de parler de l'investiture, parce que là également c'était un point très intéressant de ce discours de politique générale et le fond du problème, revenons un peu sur la forme. C'est vrai, on avait l'habitude de voir plusieurs discours de politique générale, des discours faits par les différents premiers ministres qui sont passés. Vous, en tant que citoyen burkinabé, avant de dire en tant que journaliste, quelle est l'appréciation vous avez eue de ces discours sur la forme? Bon, c'est vrai que la forme va prendre en compte plusieurs aspects parce qu'il y a la forme du discours, c'est-à-dire ce qu'il a été justement livré, et peut-être lui-même, comment justement il a pu manager tout cela. Parce qu'on avait un Premier ministre un peu en conférencier qui se baladait un peu comme dans un amphithéâtre, justement, et au départ c'était sans micro, donc parfois justement c'était comme un peu déconnecté, et qui parfois avait donc des sourires un peu, en tout cas qui sont difficiles justement à expliquer, mais je peux comprendre pour un exercice de ce genre, parce qu'on va dire qu'il est néophyte dans le domaine. Il vient donc juste de commencer. Ce n'est pas aisé, donc on peut avoir d'une certaine façon donc, le temps qui peut se manifester justement de différentes manières. Et pour ce qui est donc du contenu, à mon sens, c'est classique. Hein. C'est classique, je n'ai pas vu de changement véritable, parce que par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, c'est toujours donc des déclarations d'intention. Toujours dans les déclarations d'intention et de faire l'effort justement donc de donner l'impression quand même qu'on est conscient de tout ce qu'il y a comme difficulté dans le pays et que toutes les catégories sociales sont prises en compte justement par rapport au programme donc, du président. Donc dans la forme, en tout cas de ce point de vue, le contenu, je pense que c'est assez classique. Et donc maintenant, on va attendre donc de voir sur le terrain. Oui, justement, Dimitri Kaboré, comme l'a si bien dit Karama, c'est vrai que le discours de politique générale, c'est pour étaler le programme, ce qui sera fait. Alors, si on se résume à ce qui sera fait, d'autant plus que ce sont des promesses, comme l'ont dit beaucoup de personnes, on voit que le Premier ministre a été investi par les députés. On a vu que 72 pour et puis 53 abstentions. Hein, ce n'est pas des gens qui ont voté non. Et les partis politiques, notamment les groupes parlementaires, ont expliqué que l'abstention, ça veut dire tout simplement, c'est vrai, il a fait son discours, mais nous ne pouvons pas dire qu'il n'est pas le Premier ministre, donc nous ne votons pas non, mais nous émettons des réserves sur ce qu'il a eu à faire, d'autant plus que c'est plus théorique que technique. Simplement, quand moi j'ai voulu savoir ce qu'ils ont voulu dire, ils ont voulu dire tout simplement, c'est vrai que c'est un programme, mais on ne sait même pas comment il va financer ce qu'il a dit. Alors vous, qu'est-ce que vous en dites? Oui, effectivement, je rejoins un peu Alassane Karama quand il dit effectivement on est resté dans les mêmes, je ne vois pas, c'est comme si on a le même, en gros la même formule ou la même méthodologie, on insère maintenant les intentions.
et qu'on passe maintenant de Premier ministre à Premier ministre. En réalité, bon, ceux qui ont voté abstention, ils ont leur raison, parce que, bon, naturellement, tout le groupe parlementaire ont dit, bon, ceux qui ont voté, les 3 de l'opposition, d'ailleurs, se sont abstenus, parce que, comme c'est des intentions, bon, il dit, il va faire 0 corvée d'eau. Bon, nous, on ne sait pas par quel moyen ou par quelle baguette, par quelle magie, il va arriver à faire 0 corvée d'eau. Donc, bon, si on vote contre, bon, puisqu'il a dit qu'il va faire, bon, quand du moment quelqu'un vous dit qu'il va faire quelque chose, il faut maintenant l'attendre le résultat, maintenant pour lui dire, ah, écoute, monsieur, tu avais promis que tu allais faire ci, tu n'as pas pu faire ça. Là, maintenant, on peut l'attendre au pied du mur. C'est-à-dire qu'après ça, il doit revenir, je crois, quelques mois après, pour son discours sur la situation de la nation. Et là, il fera le point de ses engagements qu'il avait pris et sur l'état dans lequel se trouve le Burkina Faso. Maintenant, dans tout ce que le Premier ministre a eu à dire, c'est vrai, il a donné des intentions, mais on est resté toujours sur notre soif parce que ce qu'il a dit, ce n'est pas extraordinaire. Excusez-moi du terme, n'importe qui peut le dire. N'importe quel Premier ministre peut le dire, parce qu'il a dit, bon, moi je crois qu'il n'a pas donné une preuve concrète où il n'a pas inscrit sa politique dans des priorités. Aujourd'hui, ce qui a manqué c'est vrai, on parle de déclaration de politique générale, mais dans une politique générale, il doit y avoir normalement des priorités. Alors que dans ce discours, on n'a pas vu de priorité, on a vu que le Premier ministre, en 5 ans, veut résoudre tous les problèmes du Burkina Faso. Alors que nous savons que bel et bien que, malgré les attentes, on ne peut pas, en l'espace de 5 ans, résoudre tous les problèmes des Burkinabés. Et c'est ça, en réalité, ce qui a amené les groupes parlementaires de l'opposition à s'abstenir. Et maintenant, le couteau à double tranchant de l'abstention est que, vous savez que le Premier ministre doit avoir une majorité absolue s'il veut être investi. Mais si on s'abstient, même si vous ne votez pas contre, et qu'au finish, il n'a pas les 72, la majorité pour valider, naturellement, ce qu'on craint va arriver, il ne sera pas investi et on va le démettre de ses fonctions et dans 8 jours qui suivaient, le président sera obligé de choisir un nouveau Premier ministre. Pour moi, je crois qu'il faut aller peut-être assumer ses responsabilités. Si vous trouvez qu'il n'est pas assez convaincant et que cette politique ne peut pas développer le Burkina, je crois qu'il faut accepter ses positions et dire que nous sommes contre. Parce que quand on dit s'abstient, tout le monde s'abstient naturellement, personne ne sera investi finalement Premier ministre. Okay. Wilfried de Bacouan, dans son discours, le Premier ministre Paul Kabatieba a dit que rarement dans l'histoire de notre pays, un gouvernement n'a été aussi mandataire de tant d'attentes et d'espérance, si je peux le dire comme cela. Est-ce que vous pensez que ce discours a permis aux gens de se dire que leurs attentes seront prises en compte aux populations? Pas du tout. Moi, je m'inscris aussi dans le même sillage que mes dévanciers pour dire pas du tout, parce que tout simplement, je crois que ce discours permettra tout simplement aux partisans de mieux applaudir la politique du gouvernement, mais pas de comprendre que leurs aspirations sont prises en compte. Je vais m'expliquer tout simplement. Mon voisin disait tout à l'heure que le Premier ministre n'a pas pris le soin d'abord d'énumérer ses priorités, ça c'est un. Deuxièmement, il n'a pas pris le soin de dire comment telle ou telle politique sera mise en place. Et même quand on lui a posé un certain nombre de questions sur d'où viendra l'argent, le Premier ministre est resté un peu évasif. Donc ça m'amène à dire que c'est un peu de l'à peu près. C'est vrai, on a puisé un peu dans le programme politique du MPP, donc du président Roch-Marc Christian Kaboré, pour élaborer un discours pour qu'il y ait quand même une certaine concordance dans la note de musique, mais dans le fond, naturellement, je crois, de mon fort intérieur, s'il n'y a pas effectivement de prise en compte réelle des aspirations de nos populations, même s'il y a beaucoup de mesures qui sont bien sûr annoncées, comme par exemple le fait d'envoyer les étudiants aller enseigner, le fait de construire 26 amphithéâtres de 500 places, le fait de construire 6 cités universitaires, le fait de doter le pays de 300 ambulances, de 16 000 emplois directs en une année, etc. C'est vrai, c'est des choses, c'est des effets d'annonce, mais comme dit les uns les autres, il faut attendre de voir. C'est vrai que j'aime pas bien ce mot, parce que quand on prend la direction du puits, il ne faut pas laisser qu'on tombe dans le puits avant de commencer à se rendre compte qu'on prenait une mauvaise direction. Donc moi aussi, je crois qu'effectivement, les attentes des gens
c'est vrai, on leur a annoncé leurs attentes, mais on ne leur a pas dit comment on va les résoudre. Paul Miki Rwamba, c'est vrai, le Premier ministre a parlé des 2000 milliards par an. Donc, sur les 5 ans, je pense que ça fait 10 000 milliards. C'est vrai que les uns et les autres se sont demandé, mais où il va trouver cet argent, comme l'a bien dit Bakouan. Mais c'est vrai, il a cité certains domaines dans lesquels on pourra avoir de l'argent, notamment la réduction du train de vie de l'État, le prêt à la Banque centrale, bon, je pense à la BCAO, ensuite les fonds islamiques, et puis maintenant les fonds propres, c'est la fiscalité. Finalement, bon, certains opposants disent qu'à tout casser, en tout cas essayer dans tous les calculs, tout ça ne peut nous rapporter qu'1 milliard, peut-être 1 milliard et quelques. Donc les 900 milliards restants, voilà, en quelque sorte, voilà 1000 milliards et quelques. Bon, les 900 milliards restants, eux, ils ne savent pas où le Premier ministre va pouvoir les trouver. Alors concrètement, sur cette façon de voir les choses, comment vous... Alors, je pense que ces opposants qui ont dit ont tout à fait raison. Alors, je voudrais d'abord, avant d'arriver là, faire remarquer que la déclaration de politique générale, de mon point de vue, c'est un référentiel très important, hein, parce que moi, je trouve qu'il est même plus important que le programme de société du candidat. Il est aussi important que les promesses électorales qu'on a quelquefois sur le terrain, parce que là, tout ça, c'est politique. Alors, la déclaration de politique générale, c'est le Premier ministre qui dit qu'est-ce que son gouvernement entend faire pour subvenir aux différents besoins des Burkinabés. Alors, on a écouté effectivement un Paul Kabateba qui est très optimiste. Il a annoncé un certain nombre de chantiers qui sont irréalistes, hein, selon certains, qui sont en tout cas suffisamment ambitieux. Et par rapport à ce montant de 2000 milliards de francs CFA par an, c'est ce qu'il a dit effectivement. Donc ça fait douter un certain nombre d'observateurs qui ont pris le soin de faire des calculs, 2000 milliards par an. Alors, lorsqu'on est suffisamment optimiste, on se rend compte que toutes les possibilités d'entrée d'argent au Burkina vont tourner autour de 1 milliard et 1000 milliards par an. Donc 1000 milliards ou 1100 milliards tout au plus. Donc la question que l'on se pose, c'est de savoir d'où vont venir les 1000 milliards qui manquent. Et c'est cette question effectivement qui a été posée par le groupe parlementaire IPC qui interroge effectivement le Premier ministre sur les sources d'approvisionnement de ce manque à gagner là. Donc, il ne l'a pas dit. C'est vrai, il a donné des pistes d'approvisionnement. C'est les pistes classiques qu'on a, les entrées classiques d'argent qu'on a. Vous les avez citées tantôt. C'est les recettes fiscales, c'est la réduction du train de vie de l'État, c'est les emprunts budgétaires au niveau de la Banque centrale, la BCAO, et également au niveau des banques islamistes. Alors, lorsqu'on prend tout cela, on ne peut pas avoir les 2000 milliards. Donc, le gap là, ça va venir d'où? C'est une grosse question que l'on se pose aujourd'hui. Mais cela n'empêche pas les Burkinabés ou, en tout cas, ceux qui croient en tout cas au contenu du discours du Premier ministre d'être optimistes. Peut-être qu'en tant que banquier, il a d'autres sources d'approvisionnement, des ressources qu'il n'a pas dévoilées aux députés. Alors, puisque c'est un banquier, on le sait, il est venu de Dakar pour prendre les rênes du gouvernement burkinabé. Donc, c'est pour cela qu'on ne peut qu'être d'accord avec l'ensemble des députés qui se sont abstenus et qui n'ont pas voté pour, en tout cas qui ne l'ont pas plébiscité, et ils attendent de voir comment cela va se passer concrètement sur le terrain. Mais comme l'a dit Bakouan, ce sera une erreur que de prendre une direction douteuse et de se retrouver après sur un chemin de non-retour. Donc je crois que de là, il faut vraiment que, si c'est possible, en tout cas qu'on nous rassure qu'on aura les 2000 milliards ou les 10 000 milliards sur les 5 ans que le Premier ministre a annoncé. Parce que le tout n'est pas de faire des déclarations. Le plus important, c'est d'avoir des actions sur le terrain. Parce que, comme on l'a dit tantôt, lui-même l'a reconnu tantôt, les attentes des Burkinabés sont assez grandes pour le gouvernement qui a été mis en place. Okay. Monsieur Karama, c'est vrai que l'un des programmes phares de la transition a été le programme socio-économique d'urgence. Et lors du discours du Premier ministre, on s'est rendu compte, c'est vrai que sur les 25 milliards annoncés pour ce programme, il n'y a eu que 10 milliards qui ont été mobilisés et décaissés. Donc il y avait quand même 15 milliards que la transition n'a pas pu ni mobiliser, à plus forte raison de dépenser. Alors, quand vous voyez déjà cela, est-ce que vous pensez que dans ce que le Premier ministre a dit, surtout qu'il a dit quelque part que la réalité de notre pays, c'est également des performances économiques mitigées et des finances publiques dans une situation difficile, est-ce que réellement vous pensez qu'il pourra trouver l'argent nécessaire? Voilà. Bon, sur ce plan, je pense que seul le bon Dieu pourra le dire de manière affirmative. Mais bon, nous, c'est vrai qu'il a quand même listé pas mal de pistes. Bon, qui, à mon sens, c'est possible hein, qu'on puisse effectivement mobiliser des ressources, mais est-ce qu'on atteindra effectivement
les aspirations du gouvernement burkinabé. Bon, je crois que c'est à ce niveau que la question se pose. Mais bon, je me dis de toute façon, si il est allé jusque-là, c'est parce qu'il y a peut-être des possibilités. Maintenant, entre une possibilité et la réalisation, il peut malheureusement avoir donc des gaps. Moi, je pense que tout est une question de confiance que les nouvelles autorités pourront justement, je veux dire quoi, la confiance qu'ils pourront donc susciter, ces nouvelles autorités pourront susciter auprès de tout ce que nous avons comme partenaires. Parce que, bon, je ne veux pas faire de comparaison, mais même si le Premier ministre lui-même, très souvent, il l'a fait, quand on prend, on va dire la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Burkina, mais on sait qu'Alassane, quand même, a pu se montrer un vrai mobilisateur en termes donc, de ressources. Parce que, bon, quelque part, il pouvait avoir ses entrées, et quelque part, toute la communauté internationale était décidée à accompagner une Côte d'Ivoire, on va dire, renaissante. Et si le Burkina également, qui, il faut le reconnaître, quand même, aujourd'hui a fait montre est passé par beaucoup de soubresauts. Le Burkina vient de loin. Et le Burkina renoue avec donc, la démocratie. Le Burkina est quand même cité en exemple aujourd'hui sur le continent. Bon, je pense que ça, ce sont quand même donc, des avantages qui ne sont pas à négliger. Pourvu justement que cette communauté-là décide d'accompagner, je pense que ça peut nous aider à mobiliser. Même si on ne va pas atteindre le montant là, mais quand même, Paul Thiéba pourra en tout cas s'approcher de ses intentions, ne serait-ce que pour cette première année. Parce que la difficulté, on ne va pas tout de suite vous donner de l'argent. Parce qu'il y a des suspicions qui demeurent. Peut-être que si déjà pour ceux qui vont s'engager, on se rend compte que la bonne gouvernance tant annoncée, parce qu'à mon sens, c'est la base. Si cette bonne gouvernance est au rendez-vous, ça peut donner plus de crédit. Et les années à venir, peut-être que le gap pourra être comblé pour que bon, le programme présidentiel puisse être mis en œuvre. Dimitri, c'est vrai que le taux de croissance, on l'a parlé, il a de 5,5%. Dans un pays qui a certaines difficultés économiques, on sait que le plus important, c'est vrai, c'est l'investissement, parce que l'investissement crée des emplois. Et la question de l'emploi est une question fondamentale au Burkina Faso, parce que c'est l'une des aspirations de l'insurrection. Alors aujourd'hui, le Premier ministre a parlé de la création des emplois. Certaines personnalités ont des réserves, parce qu'elles se disent simplement, mais le problème, ce n'est pas de dire qu'on va créer 50 000 emplois. Est-ce qu'il faut forcément créer des emplois pour créer ou bien plutôt des emplois décents? Parce que amener un professeur peut-être qui enseigne dans une université ou bien dans un lycée en lui donnant un salaire de 30 000 francs, c'est vrai que c'est un emploi, mais il n'a pas un salaire décent. Oui, non, il y a une contradiction que j'ai élevée dans la déclaration du Premier ministre. Pendant qu'il fait l'État, il nous dit que le Burkina Faso est loin de la norme de l'UEMOA en matière de masse salariale. On est à peu près à 49% pour le Burkina, alors que l'UEMOA est un peu 35%. Donc il dit l'objectif, il faut qu'on lutte à réduire un peu le pourcentage de la masse salariale sur le budget de l'État. Et un peu plus loin dans son discours, il nous dit, bon écoutez, tous les étudiants qui ont licence, master et autres, qui souhaiteraient enseigner, on va les donner rapidement 6 mois de formation pédagogique et on va les envoyer comme enseignants dans les postes primaires et dans les lycées au collège pour enseigner. Et il a annoncé qu'il va créer 2 postes par commune rurale, par village. Donc ça fait quelque chose de 16 000 emplois qui se créent. Village, donc 16 voilà, 16 000. Donc quand on prend ces 16 000, plus ce qu'il y a comme étudiants qui veulent le convertir en enseignants dans les différents centres d'enseignement du Burkina, on a déjà, ça augmente, ça va gonfler automatiquement. Et là où il est allé quand même au profond de la contradiction au niveau de l'emploi, il est parti même à accuser par exemple les autorités de la transition qui ont, entre griffes, ont accepté des propositions de la population. À savoir, il a cité l'augmentation au niveau des magistrats, il a parlé de la relecture de la loi au niveau de l'indemnitaire. Et pendant ce temps, il nous propose, bon écoutez, pendant ce temps, moi je vais créer encore plus de 18 000 et quelques emplois. Donc ça pose un réel problème en termes de politique générale. Pour moi, quand on fait une politique générale, c'est à tête reposée, pour moi je l'ai dit, et qu'on arrive à déterminer ce qu'on va faire techniquement. Parce qu'il ne s'agit pas de le faire, comme j'ai dit, si déjà la base est faussée, naturellement on va aller sur le fond. Et déjà quand vous prenez l'année 2016,
Je trouve qu'il y a un certain nombre d'aspects, surtout au niveau du chômage, qui ne sont pas réalistes. Parce que moi, je me demande, avec quel argent il veut construire bien sûr ces échangeurs, et avec quel argent il veut faire la gratuité de l'éducation, la gratuité des soins de 0 à 5 ans des femmes enceintes et des nourrissons, gratuit, traitement paludisme et également cancer du corps de l'utérus également. Comment, avec quel argent encore il peut le trouver pour lutter contre, pour équiper les forces de défense et de sécurité? Avec quel argent? Je crois que 2000 milliards, c'est vrai, ça fait quand même rêver 2000 milliards. Il n'est même pas encore évident de pouvoir mobiliser. Et on a beaucoup de chantiers, on a ouvert plusieurs chantiers à la fois. Donc pour moi, à tête reposée, il faut quand même que les futurs premiers ministres, loin de redescendre sur terre et de comprendre les réalités et pouvoir choisir un axe combattant. Pour moi, c'est cela. Sinon, je ne crois pas à ces possibilités. Déjà, avec ces contradictions, dans la même déclaration de politique générale, pour moi, je crois qu'on ne trouvera pas de solution au niveau de l'emploi. Merci de relever Paul Kaba. Oui, c'est vrai que Dimitri n'est pas optimiste, alors que le Premier ministre Paul Kaba nous a dit que la vision stratégique de son gouvernement est articulée autour de la bonne gouvernance, du volontarisme économique et puis de la répartition équitable des flux de la croissance. Alors, donc, si on prend donc la vision stratégique de son gouvernement articulée autour de ces 3 points, on peut dire que c'est une bonne chose, non? Je crois que la vision stratégique du gouvernement, c'est ce que chante effectivement un peu la social-démocratie dans sa définition la plus élémentaire. Bonne gouvernance, volontarisme économique et puis partage des fruits de la croissance. Quoique il n'y a jamais eu de volontarisme dans le secteur économique. L'économie, là, comment on appelle, les investisseurs veulent chercher le profit. Ils ne viennent jamais pour donner des cadeaux à un pays. Non, je crois que le Premier ministre Paul Kaba, comme beaucoup l'ont dit, et puis beaucoup de... certains aussi ont hésité beaucoup de se prononcer là-dessus. Mais je crois que je ne dirais pas qu'il est à côté de la plaque, mais je dirais que ce sera difficilement réalisable. Parce que pour quelques raisons, hein, vous voyez, Paul Miki Rwamba posait une question tout à l'heure. Il y a un gap important qui reste à combler, et le gap là viendra d'où? Moi, j'ose croire, et je le dis tout de suite, ça sera d'abord l'endettement du pays, aller emprunter de l'argent, et aussi ça sera la pressurisation des populations, c'est-à-dire qu'on va miser peut-être sur la fiscalité. Je connais déjà un responsable au niveau des impôts qui souhaite même quitter son poste parce que ce qu'on leur demande de faire là, franchement, ils ne voient pas d'où ça peut venir, si ce n'est de pressuriser les populations, etc., etc. Donc ça devient véritablement difficile à réaliser et je crois que les jours à venir, là, risque de donner raison à beaucoup, ça risque de faire déchanter aussi beaucoup de personnes. Donc c'est cela. Mais dans le discours même de Paul Kaba-Thiéba, lui il a relevé quelques contradictions. Moi je prends juste une contradiction élémentaire. Hein. C'est zéro, non pas zéro corvée d'eau, zéro pour... Non, école sous paillote. Zéro école sous paillote. Deuxièmement, il dit que 100%, il veut que 100% d'enfants aillent à l'école. Facile, on ne perçoit pas la contradiction de prime abord, mais quand on regarde dans le fond, effectivement, pour des fonds que vous n'arrivez même pas d'abord à mobiliser, ou vous n'avez même pas encore expliqué comment vous allez mobiliser ces fonds, je crois que ces deux objectifs, ces deux ambitions-là sont concurrentes. Parce qu'elles sont même à la limite, à un certain moment donné, elles vont buter sur le fait qu'on n'a pas pris en compte le réel sur le terrain. Voilà. Si vous voulez que le maximum d'enfants aillent à l'école, c'est vrai, les périodes, personne ne souhaite qu'il existe des périodes, mais les périodes existent pour répondre à un besoin pressant et précis, à l'instant où on est en train de parler d'un besoin d'aller à l'école des enfants. Mais, ok, on va essayer de normaliser les périodes. Heureusement d'ailleurs qu'il n'a pas dit qu'il va les interdire, parce que s'il disait qu'il allait les interdire, ça allait créer d'autres problèmes. Donc il y a dans le discours, il y a un certain nombre de choses qui posent quand même des questions, qui nous amènent à nous poser des questions, qui nous amènent à réfléchir effectivement sur les lendemains. Si bien que moi je me dis en réalité, au regard même de ce que Dimitri disait, est-ce que le gouvernement n'est pas, dans ce discours de politique générale, n'est pas en train de créer les conditions même de sa propre défaite, du fait que les populations se soulèvent contre lui. Parce que c'est vraiment, véritablement un problème qui se pose. Quand on parle de 16 000 emplois, réduire le pourcentage de la masse salariale, mais en même temps vouloir créer des emplois, cela veut dire qu'effectivement, on va jouer sur cette même masse salariale pour repartir les fruits de la
conduit de la croissance et qui, de manière équitable, donc on les répartit de manière plus faible. Mais en même temps, comme on a besoin d'argent, on va augmenter les impôts sur un certain nombre de choses. On va pressuriser les populations, les vendeurs de galettes, tu vois, les payer les 18% de TVA, etc., etc. Donc ça posera véritablement un problème. Ça risque de mettre le pays un jour, en tout cas, en ébullition. Paul Mickey. Oui. Alors, oui. Et je suis totalement, en tout cas, d'accord avec ce développement de Wilfried Bakouin. Il y a un certain nombre de questions que l'on se pose. Hein. J'ai noté également avec Dimitri Kabouré les contradictions que l'on a dans le discours du Premier ministre. Alors, sans revenir sur ça, moi je voudrais que, pour rester sur la question de l'emploi des jeunes, on a vu dans certains discours, hein, il faut qu'on quitte ce concept de l'État pourvoyeur d'emploi en masse. À un moment donné, les politiques d'emploi étaient orientées vers la promotion de l'auto-emploi, etc., etc. Maintenant, lorsqu'on voit un gouvernement qui annonce en grande pompe la création d'un certain nombre d'emplois, vous l'avez si bien dit à un moment donné, les emplois qu'offre le gouvernement, ce n'est pas forcément les emplois auxquels les jeunes aujourd'hui s'attendent. Le tout n'est pas de créer des emplois en grande quantité lorsque les rémunérations ne suivent pas. On a parlé d'IMO. IMO, voilà, cette histoire d'IMO, bon, c'est une expérience un peu amère. Hein. Il y a cette histoire de VADS aussi. On miroite les jeunes comme ça. On leur dit, bon, vous avez un emploi, alors qu'en réalité, ce n'est pas un emploi. Ils ne sont ni chômeurs, ils ne sont pas également des travailleurs. Ils se retrouvent dans une situation où il y a difficulté. On a un certain nombre de difficultés déjà dans la fonction publique. Tous les matins que Dieu fait, vous retrouvez des jeunes qu'on a affectés en province qui appellent, qui disent qu'ils sont là-bas depuis 6 mois, ils sont là-bas depuis une année sans être mandatés. Mandatés, ça veut dire qu'ils n'ont pas de salaire. Donc ils se débrouillent comme ça. Les parents sont obligés de les soutenir jusqu'à ce que la situation se régularise. Pendant ce temps, on est assis ici à Ouagadougou, dans des salles climatisées. On laisse les enfants sur le terrain. Donc c'est pour dire que la question de l'emploi de l'État, là, c'est une question, franchement, il faut qu'on arrive à trouver un autre palliatif parce que ça a montré ses limites. Alors, ce volume d'emploi, etc. Je voudrais également revenir sur une question que vous avez posée tantôt sur en ce qui concerne le programme socio-économique d'urgence de la transition. Donc ça, c'est vraiment un boulet. C'est également un aspect qu'il faut relever côté gestion de la transition, parce qu'on a été étonné d'entendre le Premier ministre dire que sur les 25 milliards de francs CFA qui étaient promis par le gouvernement de la transition, il n'y a eu que 10 milliards qui ont été mobilisés. Alors, on a eu effectivement la mise en œuvre de ce programme-là. Il y a eu un certain nombre d'infrastructures qui sont réalisées. Cela suppose qu'on aura une dette intérieure assez élevée. Et pour qui connaît l'importance de ce que l'on appelle la dette intérieure, on sait que ça plombe forcément l'économie du Burkina. Si on a un certain nombre d'entreprises qui ont réalisé des travaux sur le terrain et qui doivent attendre 2 années pour être payées, vous imaginez que ce sont les mêmes entreprises-là dont on aura besoin pour faire d'autres travaux, également la question des impôts, etc. Alors, donc, c'est pour dire qu'il faut régler ce problème-là. On écoute le Premier ministre sur le bilan de la gestion de la transition. Apparemment, c'est assez mitigé. D'ailleurs, c'est le mot qu'il a utilisé. Et il prend les rênes du gouvernement avec cela. Donc, on se demande comment est-ce qu'on pourra sortir de cela. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut laisser tomber ces genres de discours suffisamment optimistes-là pour dire la vérité aux gens. C'est-à-dire, lorsqu'on miroite les gens, on leur fait vivre un certain espoir permanent qu'ils ne vont jamais réaliser. C'est ça qui plombe un peu le développement et ça plonge les jeunes même dans le sous-développement. Donc, à l'avenir, il faut vraiment dire les choses telles qu'elles se présentent. S'il n'y a pas d'emploi pour les jeunes, dites-leur qu'il n'y a pas d'emploi pour eux. Ou alors, il faut faire en sorte que chacun s'investisse un peu dans l'auto-emploi. Je pense que c'est ça qui pourrait permettre de régler le problème que nous avons. Maintenant, on promet. Le reste du boulot, c'est le gouvernement. Les investissements, la réalisation d'infrastructures, on sait que ça, c'est du ressort du gouvernement. On aurait pu se limiter à cela. On a promis ici la construction d'infrastructures, d'échangeurs à Bobo de Lasso, la mise en place d'un tramway, je crois, à Ouagadougou. Au moins là, il dit des études. Oui, il y a des études. Mais ça, il faut rappeler que cette histoire, ce projet de tramway était dans l'air du temps depuis quelques années déjà, parce que si moi, en tant que maire de Ouagadougou, était sur le projet, moi-même, j'ai eu à participer à une petite réunion entre les experts qui étaient venus pour étudier le terrain. Je crois que c'était des Italiens ou Indiens, je ne sais plus, il y a un certain nombre d'années. Donc, c'est pour dire que c'était dans l'air du temps. Mais tout ça, ce n'est pas mauvais. Si le Burkina Faso est le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à avoir un tramway, je crois que ce serait une référence. On a besoin de ça ici, puisqu'on a des difficultés de mobilité urbaine. Voilà, donc c'est une bonne chose. Maintenant, il faut qu'on soit sûr que c'est ce gouvernement-là qui va le réaliser. Parce qu'il ne faut pas dire aux gens ici qu'on a un projet de tramway alors qu'on va se limiter à la phase d'études et puis filer la patate sur un précédent
à un précédent gouvernement qui va venir ensuite. Et finalement, on ne fait qu'utiliser des termes comme ça pour des visées politiques. Et finalement, le développement reste à l'étape 0. Ok. Pour terminer sur cette question, c'est vrai, Karama, le chef de gouvernement, il faut le dire, n'a bénéficié en réalité, si on peut le dire, parce qu'il a été adoubé et investi par 72 députés. 53 se sont abstenus, en quelque sorte, donc c'est uniquement la majorité. C'est deux groupes parlementaires sur 3. C'est important de le dire. Oui, mais donc ça veut dire simplement que c'est la majorité, tout simplement, qui a adoubé le Premier ministre. Une bonne partie de députés ne l'ont pas adoubé. Est-ce que ça aussi, ça posera un problème? À mon avis, non. Non, parce que, comme vous avez dit, la majorité, elle existe. La majorité existe, donc la majorité va l'aider quand même à poursuivre son gouvernement. Ça, au moins, c'est clair. Et quand on voit même les commentaires tout de suite, c'est la majorité qui a chanté les louanges justement donc, de ce qui a été dit jusque-là. Donc, je pense que ça, fondamentalement, chacun est dans son rôle en réalité. Que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition. L'opposition aurait pu carrément voter contre. Voilà. Mais déjà, on lui a quand même accordé le bénéfice du doute. Bon, lui dire, bon, allons-y et on verra par la suite. Mais peut-être ce que je vais dire pour les investissements, n'oublions pas qu'il y a des possibilités quand même en termes de partenariat public-privé là. Pour ce qui est des infrastructures, je crois qu'il y a un des candidats dont je tirerai peut-être le nom, tout ce qu'il avait comme chantier, c'était autour du partenariat public-privé. Et partout ailleurs aujourd'hui, c'est ça. Les autoroutes, ce n'est pas l'État qui va enlever l'argent de ses poches pour construire les autoroutes aujourd'hui. Quand vous regardez en tout cas dans certains pays, c'est des privés qui vont le faire. Ben, il va falloir payer maintenant. Non, mais il y a la dette intérieure qui pose non, ça c'est des partenaires qui sont là, qui pourront éventuellement. Non, je ne dis pas que ce n'est que ça, mais je veux dire qu'il ne faut pas, on va oublier quand même ces possibilités également pour ce qui est par exemple dans des infrastructures. Oui, mais je pense voilà. que pour ça, donc non, il faudra peut-être que le gouvernement burkinabé s'inspire de ce qui s'est passé en Angleterre, c'était en 92, et à partir de 2002, partenariat public-français, la 2002 c'était en France, qu'ils s'inspirent parce qu'ils verront que effectivement le partenariat public-public, il y a des problèmes souvent. L'État-providence est impossible. Même côté emploi aujourd'hui, nous sommes en train de critiquer le fait que ça soit l'État. Oui, mais donc vous êtes d'accord. Mais il ne faut pas oublier que c'était un gouvernement, c'est la social-démocratie, donc en quelque sorte ce sont des socialistes. Dans les normes, c'est-à-dire ce sont des gens qui doivent promouvoir l'emploi et défendre même l'emploi. Oui, mais eux seuls, tout le monde sait que c'est impossible, c'est mission impossible. Ouais. Seul un secteur privé suffisamment actif au Burkina Faso pourra créer les emplois. Mais parce que Dimitri a relevé quand même des contradictions ici. Pour dire qu'on ne pourra pas continuer justement à offrir des emplois à la fin. Ça, c'est mission impossible. Parce que nous ne sommes pas... C'est ce que je voulais dire à Karama. Le peuple burkinabé qui a voté ce pouvoir veut effectivement d'un État protecteur. Sinon, ils devaient voter quand même des libéraux peut-être. Mais ils n'ont pas voté des libéraux, ils ont voté des socialistes pour les protéger, pour que ces gens restent toujours là à côté d'eux. Ne veut pas dire que c'est l'État simplement qui offre l'emploi. Ah, d'accord. Et même quand vous regardez les emplois dont il parle, en réalité, il n'y a rien de nouveau dedans. Ah, oui. Vous allez prendre pour les enseignants. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on veut, je veux dire, combler ce gap dans le domaine. Ils ont lancé des concours, mais c'est passé, ils n'ont pas reçu. Même depuis, je vais même dire, le régime comparé. C'est des questions qui sont sur la table. Okay. C'est-à-dire, comment faire pour combler? Ensuite, si vous prenez pour ce qui est des agents communautaires de santé, en réalité, ce sont des gens qui existent, ce n'est pas aujourd'hui. Maintenant, c'est de voir comment ils vont les trouver, parce que depuis longtemps, c'est dans le bénévolat ils sont, et à mon sens, ça va être en réalité une régularisation pour leur permettre d'avoir quelque chose qui va également les encourager. Sinon, ce n'est pas nouveau. Okay. Ce sont des choses quand même qui existent. D'accord. Un mot, parce que oui, pour passer au second sujet. Un mot et demi. Oui. Sur le fait... Karama dit tout à l'heure que dans le discours de politique générale, il n'y a rien de nouveau, etc., en référence au fait que lui de même a dit que c'était des sociodémocrates, etc. Bon, s'il n'y a rien de nouveau, s'il n'y a pas eu de rupture, c'est que ce n'est pas des socialistes. Ils ne sont des socialistes que de nom, ça c'est un fait. Deuxièmement, pour finir sur le discours, on n'a pas évoqué l'aspect des députés eux-mêmes. Et moi je voudrais le dire aujourd'hui ici avec force. Il y a quelque chose quand même qui m'a rébuté quand j'ai suivi un peu le discours de politique générale, c'est la réaction de certains députés. Et je le dis aussi avec honnêteté, la réaction que le député Bindi Woba a eue, il est du MPP, oui. À mon sens, c'est une réaction qui n'est pas digne d'un député de sa trempe. Voilà.
Oui, il a déjà été député du CDP dans son passé. Voilà. Parce que quand il dit que les rapaces, etc., en faisant allusion au CDP, lui aussi, il oublie son histoire. Il a eu un mandat à l'Assemblée nationale. Il a été député CDP. Oui, nous passons au second sujet. Mais là, il ne faudra pas quand même trop parler. On va essayer simplement de dire quelques mots, parce que c'est le sujet d'actualité, la question des Kolowego. Vous êtes des journalistes. Kolowego. Voilà, Kolowego. Voilà, donc il faudra qu'on le prononce très bien. Alors, Monsieur Kaboré. Oui. Non, sur la question, actuellement, ça fait le débat, c'est un couteau à double tranchant. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, la question, ça se comprend. Pour moi, aujourd'hui, il ne faut pas chercher à comprendre la cause. Je crois qu'on a déplacé le débat. Le débat ne sait pas, on ne doit pas poser la question, qu'est-ce qui a amené? Non, pas qu'est-ce qui a amené. Voilà, mais les gens sont en train de débattre là-dessus, sur la cause. Actuellement, ils sont là. Oui. Comment on fait pour éviter certains dérapages? C'est là. Parce que là où ils posent problème, les associations plutôt posent problème, c'est le jugement. Oui. Ils ont leur propre code pénal. Bon, du coup, moi je ne sais pas, j'ai vu le communiqué conjoint signé par le ministre de la Justice, le ministre de la Sécurité et le ministre de la Défense, qui dit bon, qu'il collabore avec le FDS. Bon, pour moi, du moment où c'est les FDS qui doivent jouer, les policiers qui doivent jouer le rôle d'OPJ, qui doivent décider de faire la garde à vue et de transférer, si possible, le déférer à la maison d'arrêt des enquêtes. Oui. C'est les Kolowego qui font tout, qui réunissent les gens, ils ont leur assemblée plénière là, oui. Et ils font leur interrogatoire, ils décident des peines et des amendes. Ah oui. Et bon, ils fouettent même, et c'est prévu, j'ai vu un semblant de code pénal. Oui. Moi, on ne peut pas collaborer comme ça. Donc pour moi, d'abord, il faudrait, c'est là où se pose le problème, c'est le jugement. Parce que ces Kolowego, avec quelques membres, ils vont dire quoi? Nous, on ne va pas les remettre entre griffes parce que si on les remet 2 jours ou 3 jours après, la gendarmerie les relâche. Donc c'est pour qu'on les juge. Alors que si on veut une collaboration, il s'agirait de les demander de dénoncer les cas susceptibles de vol ou des cas susceptibles d'assassinat. Et maintenant, les OPJ vont prendre le relais pour pouvoir mener les investigations. Mais là, il y a une rupture au niveau de la chaîne de confiance où les personnes qui sont membres de cette association entre griffes disent que nous, on fait notre propre jugement parce qu'on n'a pas confiance à la chaîne judiciaire. Et là, le rôle est inversé. Le rôle est inversé. Et là, on peut aussi avoir des dérives. On peut avoir des dérives du moment où ce sont des gens en assemblée plénière qui doivent juger. Et surtout, vous savez que nous sommes au mois de février, les élections municipales profilent à l'horizon au mois de mai. Donc, vous savez, moi, je vois que la plupart, il y a des chefs coutumiers qui sont dedans, qui sont également, entre griffes, des membres de certains partis politiques. Pour moi, c'est cette dérive-là, je vois bien, comment va se mener les campagnes électorales pendant que ces gars sont les maîtres de certaines zones où la gendarmerie n'ose même pas contredire les membres de cette association et tout ça. Donc pour moi, il faut que l'État assume ses responsabilités pour qu'on puisse trancher définitivement la question. Ok, Wilfried Bakwa, sur la question. Sur la question de Kolowego, vous savez, le 9 août 2015, autour de 21h30, j'ai quitté Kaïbo pour Manga. Parce que j'ose dire ici que nous avons été les premiers au niveau de la rupture à faire lever le débat sur Kolowego. Donc, si vous prenez la rupture du 20 août 2015, nous avons fait tout un grand dossier avec l'avis de l'administration publique, même sur Kolowego. Aujourd'hui, nous sommes heureux que le débat refait surface, parce que tout simplement, au moment où nous avons fait cet article-là, même le premier responsable de la sécurité ne nous a pas passé un coup de fil. C'est vrai que, bon, on n'est pas signifiant en tant que journaliste, mais par moment aussi, il faut avoir le temps de s'arrêter, de voir ce que le journaliste fait, parce que c'est important aussi pour la survie de la société. Kolowego, même les autorités locales, au niveau de la zone du Zunwego, n'ont pas de voix face à Kolowego. Kolowego existe, ils auraient les raisons, les membres de Kolowego auraient raison, parce que c'est une structure éparse. Quand vous arrivez, le siège est à Kaïbo. Kaïbo, c'est un village insignifiant. Non, quand je dis qu'il m'excuse, je vais dire que ce n'est pas un grand village, Kaïbo. C'est un petit village. Mais quand vous arrivez à Kaïbo, tu as une vingtaine de kilomètres de Manga. Mais vous voyez, c'est des personnes qui ont une certaine assurance qui sont assises et qui commandent toute une structure éparse jusque dans les Ziro. Hein? Dans la Nyanya, dans les Ziro, ils sont partout. Vous voyez. Donc, je crois que l'autorité a du pain sur la planche avec Kolowego. À l'époque, le préfet de Manga nous disait qu'en réalité, eux, ils les appellent les initiatives locales de sécurité. Mais
le préfet a eu le courage de nous dire qu'effectivement, quand ces gens-là mettent la main sur leurs voleurs, ce n'est pas surtout facile pour ce voleur-là. Mais il reconnaît aussi que leur existence a fait baisser le grand banditisme dans la zone. Parce que tout simplement, en tant que grand bandit, vous savez que si vous êtes pris, ça ne sera pas une mince affaire, quoi. Voilà. Donc, il y a toute une difficulté d'appréhender même le phénomène Kolwego qui se pose au niveau des autorités locales. Et les autorités locales ne veulent pas, même les autorités centrales, ne veulent pas mener le débat. Parce que l'autorité a failli, il faut le dire. Le maillage sécuritaire est extrêmement faible. Quand vous prenez la zone du Zunwego, de Manga, quand vous quittez Manga jusqu'à Nobéré, mais il n'y a pas de poste de police. Mais ça pose le problème. Et quand j'étais là en août, quand j'étais arrivé en août, on m'a montré juste une boutique où le monsieur a été braqué à 16 heures et montré juste une famille à côté où les bandits sont venus fusiller la femme, le monsieur, sa femme et ses 2 enfants. Et il semble que c'est grâce à Kolwego qu'on a pu mettre la main sur. C'est vrai qu'il y a des dérapages, de très grands dérapages en matière de droits de l'homme, en matière même de droits civils, etc. Mais il faut surtout savoir analyser le phénomène Kolwego pour lui appliquer le remède qu'il faut. Nous ne reviendrons plus sur les raisons de la création des Kolwego, mais Paul Miki, c'est vrai qu'il ne reste que 5 petites minutes. Comment faire collaborer les forces de sécurité et les Kolwego? Ça, peut-être, c'est la question maintenant qu'il faut poser. C'est effectivement le grand dilemme, hein, parce qu'ici, on a eu à dire, hein, Bakouan le dit si bien, la présence de ces Kolwego dans une localité a permis de réduire l'insécurité. Ça, c'est un constat. Maintenant, lorsque vous écoutez, par exemple, d'abord le ministre d'État de l'administration territoriale, Simon Komporo, il avait dit en son temps qu'il fallait encadrer leur action. À un moment donné, il y a eu cette réunion tripartite entre les 3 ministères, comme on appelle, le ministère de la Sécurité, le ministère de la Justice et puis le ministère de la Défense. Ils ont décidé, c'était seulement le jeudi 11 février dernier, ils ont décidé à la fin de demander à ces Kolwego-là de se conformer à la loi. Alors que quand on écoute la déclaration des magistrats, ils sont fermes là-dessus, ces associations n'ont pas droit de citer. Alors, lorsqu'on regarde tout cela, au regard de leur utilité, entre guillemets, au regard des dérives qu'ils commettent sur le terrain et au regard également de leur illégalité, on est appelé à se poser des questions. Donc, moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'une association, quelle que soit la noblesse de ses actions sur le terrain, doit se conformer à la loi. Lorsque la loi n'a pas prévu cela, il ne faut pas qu'elle se crée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en termes de solutions? Vous parlez de collaboration, machin. Je pense que c'est ce qui peut se faire. Il faut ouvrir les concertations avec ces associations de sécurité locales-là et puis voir comment est-ce qu'ils peuvent faire en sorte de collaborer avec les forces de défense de sécurité, comme l'a dit Dimitri. Je pense que c'est la meilleure solution. Leur action peut se limiter, comment on appelle, à la traque des bandits. Il faut les identifier comme ils sont assez forts là-dessus, les dénoncer, les identifier, puis les remettre ensuite entre les mains des forces de défense de sécurité qui, il faut le dire, n'arrivent pas à couvrir le territoire burkinabé en termes de sécurité. Donc, c'est cela qu'il faut faire, parce qu'on ne peut pas continuer également dans ce désordre-là, parce que lorsqu'ils vont jusqu'à amender les gens, ils doivent désormais s'abstenir, à mon avis, de juger, et puis prendre des amendes où vont tous ces gens. Avec vous, c'est la question, rapidement. Oui. C'est clair, tout le monde l'a dit. La nature a horreur du vide. C'est parce qu'il y a le besoin, effectivement, que ces gens-là sont nés. On a vu la politique de proximité qui a malheureusement échoué. Sinon, si ça avait marché, bon, peut-être qu'aujourd'hui, c'était les Kolwego. Donc, le besoin est là. Aujourd'hui, en tout cas, nous également, on en avait parlé, sinon même en 2014, dans la zone du Zunwego. Et récemment, on a fait un dossier où des populations ont eu à dire, si jamais on veut parler donc de la dissolution des Kolwego, en tout cas, il va falloir passer sur elle, quoi, si vous voulez. Donc, le besoin est là, on y peut rien. Maintenant, là, en termes de collaboration, ce que je vois, parce que même pour les amendes, et ils justifient les amendes par le fait qu'ils ont besoin de ressources pour mettre du carburant, pour peut-être se nourrir et autres, et puis aller à la traque donc, des bandits. Donc, peut-être que la question, le problème sera résolu à travers peut-être ce désintéressement-là. Comment leur permettre peut-être d'avoir un peu de ressources, mener à bien les actions, et en ce moment, ce n'est plus à eux de juger, pour justement donc amender,
mais ils pourront peut-être remettre. Mais sans quoi, ils vont continuer. Parce qu'il ne faut pas l'ignorer. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est devenu un gagne-pain pour certains. Est-ce que ces personnes-là seront prêtes justement à laisser un œuf à 50 000 francs, vous imaginez un peu? Oui. Avec Karama, nous terminons cette émission, ce numéro de 100 langues de bois sur Burkina Info. Merci à vous pour avoir suivi l'émission avec comme invité pour cette émission, M. Kaboré, voilà. Il a démis le premier ministre. Voilà, Dimitri Kaboré de Passosine, Wilfried de Bakwa de La Rupture, Paul Mikirou de Ouaga FM et Alassane Karama de Sidouaya. Merci à tous.